Je trouve qu'il y a une notion dont M. Hollande a beaucoup parlé, qui est l'exemplarité. Et l'exemplarité, ça vient forcément d'en haut, donc du premier des Français. Ce monsieur a choisi de nous parler du mariage pour tous. Alors je me suis posé la question, d'abord, pourquoi pas pour lui-même? Je n'ai rien contre le concubinage notoire dans lequel il est depuis 6 ans, mais ce concubinage, si on regarde l'article 515.1 du Code civil, implique qu'il aurait dû faire une déclaration depuis 6 ans d'impôt sur la fortune avec Mme Trierweiler. Ce qu'il ne l'a pas fait, contrairement à l'article 885A du Code général des impôts. Donc, quelle est la légitimité déjà vis-à-vis des Français d'un président qui a fraudé depuis 6 ans le fisc? 2, quelle est la légitimité de Mme Trierweiler qui vit entre guillemets au crochet des Français, puisque c'est nos impôts qui servent à la loger, la nourrir, la blanchir, lui payer son personnel, sa campagne de presse. Elle intervient un peu sur tous les sujets, fait vous virer des journalistes sportifs parce qu'ils ont une réflexion, certes peut-être un peu malheureuse, mais plutôt drôle, ou des gens de télévision parce qu'ils lui donnent un qualificatif qu'elle peut avoir de temps en temps par son comportement. Donc, fort de tout ça, j'ai demandé à mon avocat de voir quelles étaient les formes les plus appropriées pour tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que je voulais. Je veux dire, écoutez, moi je suis un Français, lambda, je suis et je représente au jour d'aujourd'hui la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est quoi? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est Madame Michu, qui dit, mais cette dame, c'est pas la première dame. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas pacsée, on ne savait même pas, à l'époque, si elle était divorcée, elle est divorcée depuis septembre 2010. C'est pas notre problème, en réalité. Le problème, c'est où va l'argent des Français. Et à partir du moment où cet argent part sans aucune justification légale, puisqu'il n'y a pas de lien juridique, il n'y a pas de lien légal. Donc, le fait du prince ne doit pas s'appliquer au chef de l'État dans une démocratie. Alors, est-ce que cette plainte a été déclarée recevable et quelles seraient en fait les conséquences si elle parvenait à son terme? Il voulait en fait porter de gros risques. Parce que si elle est déclarée coupable, il y a donc fraude, mais François Hollande peut aussi dans ce cas-là être déclaré inéligible. Alors écoutez, tout à fait. J'ai démonté la chose un peu en sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer au jour d'aujourd'hui. Le juge d'instruction va enquêter et s'il fait son travail jusqu'au bout, si on le laisse faire son travail jusqu'au bout, il est très probable que Mme Trierweiler soit mise en examen pour recel de détournement de fonds publics. L'origine du détournement de fonds publics sera forcément l'argent pris dans la caisse noire de l'Élysée par le chef de l'État qui lui aura donné pour X et Y raisons. Bon. Mais si on remonte un peu plus loin, il y a le problème de la légitimité au jour d'aujourd'hui de l'élection de François Hollande. Parce que si on applique la loi, en réalité, François Hollande et Valérie Trierweiler auraient dû être condamnés pour ne pas avoir fait de déclaration commune de patrimoine sur l'ISF depuis plus de 6 ans, ce qui est quand même énorme. Et la condamnation dans ces cas-là, c'est aussi l'inéligibilité. Donc au jour d'aujourd'hui, quelle est vraiment la légitimité d'un chef de l'État qui a été un fraudeur avant d'être élu, et si on avait appliqué la loi, il n'aurait pas pu être élu. Alors moi je suis comme vous, un citoyen lambda, j'ai un contrôle fiscal chaque année. Je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup de politiques qui souvent s'auto-blanchissent, s'auto-augmentent, s'auto-amnistient et ainsi de suite. C'est pour ça que aussi je dis mais il faut un moment que ce monde politique arrête de marcher sur la tête. Je me pose des questions, y compris pour rentrer dans la vie politique en France. Mais dans la vie politique, sans parti, parce que pour moi,
tout début de parti politique, c'est le début d'une recherche de sources de financement. Donc c'est la corruption qui s'installe, donc c'est la compromission qui s'installe, donc c'est les réseaux qui fonctionnent. Et ça fait 30 ans qu'on vit ça, à droite comme à gauche, et ça fait 30 ans qu'on détruit l'économie. Et me présenter en 2017 devant les Français, je vais le faire, mais je vais le faire sur mes propres deniers, et je veux le faire avec une campagne, entre guillemets, qui soit économique, écologique, sans papier, sans financement, en disant, ben, voilà un homme qui a envie de se bouger pour son pays, qui accepte de revenir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis quoi? Je suis résistant à la frontière, plutôt qu'entre guillemets, on pourrait dire collabo à Vichy. Hein. Je dis, oui, je me bats. Monsieur Hollande, vous n'êtes plus légitime. Quand on voit votre score dans les sondages, quand on voit votre méconnaissance du tissu économique, de l'entreprise, il n'y a qu'à reprendre une vieille vidéo de YouTube où vous expliquiez que vous étiez conseiller référendaire à la Cour des comptes, et de toute manière, que vous fassiez quelque chose ou rien, vous étiez payé, que ça revenait au même, et que de toute manière, vous n'en aviez rien à foutre. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu. Il n'y a qu'à reprendre une vieille vidéo de YouTube où vous expliquiez que vous étiez conseiller référendaire à la Cour des comptes, et de toute manière, que vous fassiez quelque chose ou rien, vous étiez payé, que ça revenait au même, et que de toute manière, vous n'en aviez rien à foutre, les sous y rentraient. Ça, je trouve pour moi, c'est inacceptable, c'est se foutre de la gueule de ses électeurs. Très difficile en France, c'est cette instabilité juridico-fiscale. Hein, juridique et fiscale d'ailleurs, plus que juridico-fiscale. Parce que une entreprise, comme un chef d'entreprise, il a besoin de se projeter à long terme. Vous ne créez pas, vous n'êtes pas créatif, vous ne prenez pas de risques si vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se passer demain. Et c'est un des grands freins, au jour d'aujourd'hui, de notre économie, c'est cette instabilité permanente, cette rétroactivité des impôts, ces hausses systématiques d'impôts. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on a vu des politiques, de droite comme de gauche, c'est pour ça que pour moi ils sont un peu tous dans le même sac, qui n'ont fait qu'une chose, c'est augmenter la dette, hein, taper sur les gens, entre guillemets, et qui avaient le plus de revenus, et sur les classes moyennes, qui sont, entre guillemets, le vivier des entreprises de demain. C'est ce que les gens n'ont pas compris. On a créé en France des espèces de spirales infernales, destructrices et vers la baisse, en disant, on prend aux riches, on se poudre, et on a la conscience tranquille. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, d'abord, il y en a qui partent, parce qu'ils disent, attendez, il y en a marre de se faire plumer. Il y en a qui disent, bah, on arrête d'investir. Et les classes moyennes ne peuvent plus consommer. Au lieu de dire, il faut laisser de l'argent aux riches, parce que c'est eux qui créeront l'emploi de demain. Un riche, chaque fois qu'un riche part de France, ou d'ailleurs même, c'est 5-10 emplois directs qui partent. C'est X emplois indirects, parce qu'un riche, il a souvent une femme de ménage, il a peut-être un chauffeur, il a peut-être un pilote, et ainsi de suite. Donc, tous ces gens-là, on les fait partir bêtement, pour des questions de dogme. Hein, quand on entend le président dire « j'aime pas les riches ». J'aime pas les riches, mais je suis redevable de l'ISF, mais je ne le paye pas. C'est quand même le monde à l'envers. Qu'est-ce qui est le pire en France? C'est la pression fiscale, écoutez, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part la pression fiscale, l'instabilité juridique, mais il y a surtout cette espèce de système où l'on broie du noir pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on culpabilise, on essaye de culpabiliser les gens qui gagnent, les gens qui réussissent. Hein. Le problème de la France, c'est que 70% de sa classe politique est issue de la fonction publique, alors. C'est le drame depuis 30 ans.
C'est le drame depuis 30 ans. Tous les énarques qui nous gouvernent, tous ces gens qui nous gouvernent sont ou des avocats, ou des énarques, ou des fonctionnaires. Bon, j'ai rien contre intrinsèquement, il en faut. Mais il y a une limite. Et puis il y a une limite au niveau des cumuls de mandats, de la représentation nationale. Personnellement, je souhaite qu'on n'ait pas le droit de faire plus de 2 mandats. Hein, en tant qu'élu local. Il ne faut pas qu'on ait le droit de faire plus d'un mandat de président de la République. Il ne faut pas que les députés puissent cumuler, comme je l'ai vu, pas loin de 43 postes différents, avec des revenus de plus de 50 000 euros. Il n'est pas normal qu'on donne une retraite à un Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui équivaudrait, si vous voulez, à un capital, c'est-à-dire que moi, il faudrait que, j'ai calculé dans ma carrière, que j'ai réussi à accumuler 30 millions de capital pour avoir la retraite de M. Ayrault. Hein? Qu'est-ce qu'il a pris comme risque dans sa vie? Je pose la question aux Français. Est-ce qu'ils méritent une telle retraite? Les députés, les sénateurs, pareil. Il faut arrêter de vivre et de gaver, de déboucher des bouteilles de champagne aux frais du contribuable. Le contribuable, il est saigné. Il en a ras-le-bol, et du coup, on va même saigner les créateurs d'entreprises et on les contraint à partir.